mais de dire clairement et doucement, sans aller à la vitesse supersonique et assez haut quand même, le sujet qu'il traite, puisque c'est un sujet libre qu'on n'a pas sous les yeux. Donc voilà. Très bien. Mon titre, c'est l'exigence. Je vous en prie. C'est pour le chronomètre. Honorables membres du jury, mes très chers condisciples, la plaidoirie, c'est un acte sexuel. La première fois, le sang qui monte, l'attente angoissante de sentir la peau d'une femme et de savoir qu'elle attend beaucoup trop de nous. Ici, c'est vous le jury, vous l'auditoire, dans une salle que l'on connaît pour autre chose, cet amphithéâtre. Et alors l'ego exige que nous soyons des surhommes. Mais pourquoi? Faut-il être exigeant envers soi-même pour être aimé des autres? Oui. Pour être un homme de qualité, c'est même un devoir. Et les gens de religion savent qu'il faut obéir à sa loi. Car obéir à sa loi, c'est être exigeant envers soi-même. Et être exigeant envers soi-même, c'est être aimé de Dieu. Mais là, le problème est tout autre. Le problème, c'est l'autre. L'autre est moi. Et je me vois dans l'incapacité de vous délivrer une image plus juste que celle que m'inspire Primo Levi. Primo Levi, dans son livre « Si c'est un homme », nous raconte son supplice à Auschwitz. Et vous devez savoir qu'il a survécu pour écrire ce livre, qu'il a vaincu la mort, et qu'il s'en est sorti en se donnant la mort. Et cette fin-là me laisse dans une incompréhension absolue. Pourtant, au camp, comme la plupart des déportés, il n'avait que deux rêves. Celui de manger et celui de rentrer chez lui et de tout raconter à ses proches. Et s'il a choisi de ne pas être un mort parmi les autres, car si l'audace insouciante de la jeunesse que je porte me permet de croire en quelque chose, c'est que Primo Levi voulait déjà se suicider à la libération, mais qu'il ne l'a pas fait pour marquer l'histoire, transmettre un héritage, il l'a fait pour nous et il l'a fait pour moi, et parce qu'il l'a fait pour moi, j'ai pu lire son livre et j'ai pu l'aimer. Mais vous voulez un faux secret? Je ne suis pas Primo Levi. Je m'appelle Johan Bitton et je vis dans les couloirs de la bibliothèque quand je ne suis pas chez moi. Et je savais évidemment que ma plaidoirie n'allait jamais marquer l'histoire, mais je voulais simplement ressusciter dans l'amour de l'auditoire. Mais alors, ma question prend une autre tournure. Faut-il être aimé des autres pour s'aimer soi-même? Ce que ça implique, c'est que l'exigence envers soi-même serait l'ultime lutte contre soi-même. Et donc je ne pourrais jamais, malgré mes exigences, être aimé des autres pleinement. J'entends avec ma qualité, mais surtout avec mes défauts. C'est faux, la question est vaine. Pourquoi? Parce que la question que je vous pose aujourd'hui, elle implique un double travail. Elle pose un problème dual. L'autre, il a le même devoir que moi. Mes défauts, il doit les supporter. Il doit m'aider à devenir meilleur. Parce que si je ne suis pas à la hauteur de mes exigences, ça ne doit pas me condamner à être haï par mes pairs, parce que les maîtres mots de cette question sont le consensus et le sacrifice de soi. Parce que être exigeant envers soi-même implique quelque chose de plus subtil que d'interdire. C'est s'interdire. Et là, je me rends compte de la dangereuse pente dans laquelle je vous invite à glisser avec moi. Mais en vérité, être exigeant envers soi-même, c'est d'abord s'aimer soi-même, car c'est se respecter. Et par voie de conséquence, c'est d'accepter qu'on puisse lâcher les briques que l'on porte, reconnaître ses torts ou accepter de l'aide, se barrer en Inde et ouvrir une ferme pour se retrouver. Mais comme le disait un grand sage du nom de Hillel, si je ne suis pas là pour moi-même, qui le sera? Et quand je ne suis là que pour moi-même, mais qui je suis? Et il est là, honorable membre du jury, tout le ventre de la question. Car quand bien même le regard que je porte sur moi-même est plus lourd que le regard de l'autre, l'amour-propre ne vaudra jamais celui de l'autre. Et alors, je me rends compte de la banalité effroyable de ce propos, mais je vous en prie, honorable membre du jury et cher auditoire, glissez avec moi dans ces coulisses de cette méditation. Car, en vérité, l'exigence n'a rien à voir avec la sévérité, la rigueur ou la lourdeur, car tout le monde a ses failles et chacun le sait. Et c'est pour ça que l'exigence doit devenir la mère de notre naturel. Sinon, est-ce que la nature de l'homme ne devrait s'exprimer que dans sa spontanéité la plus primaire? C'est faux! Faux, c'est archi faux, et refusez cette pente plutôt que celle que je vous invite à glisser avec moi, parce que nous ne sommes pas des animaux. Nous dominons sur les animaux. Ah ça oui, ça, nous savons dominer sur les mouches, mais parfois nous sommes incapables de nous dominer nous-mêmes. Et en vérité, je vous le dis, avec la plus grande des sincérités, nous devons être exigeants envers nous-mêmes parce que nous devons être aimés des autres. Il en va de la survie de l'espèce parce qu'être exigeant envers moi-même m'autorise à être exigeant envers les autres. Et c'est ça, élever le monde. C'est salvateur. Mais il en va aussi de la survie de l'espèce. Parce que personne ici ne vit la vie solitaire de Bigfoot. Tout le monde est entouré par des autres. Et là, honorable membre du jury, elle est là, il est là l'enfer de toute la question. De quels autres parle-t-on? Pour qui dois-je être exigeant? De qui dois-je être aimé? Et je n'ai strictement aucune réponse à vous apporter à cette question. Et au demeurant, qui définit la trajectoire de mes exigences? Celle qui m'assurera avec certitude de vivre une vie sociale stable et saine, et là non plus je n'ai strictement aucune idée. Alors, honorable membre du jury,
Mes chers condisciples, je vais vous laisser sur ces quelques interrogations, car comme l'affirmait Maurice Blanchot dans l'Entretien infini, la réponse, c'est l'enfer de la question.